Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à une table ronde rassemblant des associations d'élus locaux autour de la question de la sécurité des ponts en France. Au lendemain du drame de Gênes, de l'effondrement du pont de Gênes, en effet, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, présidée par le sénateur UC Hervé Moret, s'est dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête afin de faire le point sur l'état des quelques 200 000 ponts français. En effet, il y a eu des inquiétudes légitimes soulevées au niveau de la France sur l'état de ces ponts. Et donc l'objectif de la commission est aujourd'hui de savoir quel est l'état de sécurité, l'état de maintenance de ces ponts qui peuvent être à la fois gérés par l'État, par les collectivités territoriales ou enfin par des sociétés privées. Sachez toutefois que 80% de ces ponts sont aujourd'hui gérés par des collectivités. Ont-elles les moyens d'assurer la maintenance, aussi bien des moyens financiers que techniques pour assurer la maintenance et la sécurité de ces ponts? Réponse tout de suite avec cette table ronde qui se tient ce matin au Sénat. Je vous rappelle que ce débat s'inscrit dans le cadre de la mission d'information sur la sécurité des ponts que nous avons créée en octobre 2018, après l'effondrement du viaduc Morandini à Gênes. Il nous a paru utile de mettre en place cette mission d'information que je préside avec comme co-rapporteurs Patrick Chaise et Michel Dagbert. Nous avons obtenu au mois d'octobre d'être dotés pour une période de 6 mois des prérogatives d'une commission d'enquête, ce qui nous permet d'avoir communication de tous les documents qui nous paraissent nécessaires et d'auditionner toutes les personnes que nous jugeons utile d'auditionner. Nous avons déjà procédé à une douzaine d'auditions et nous allons continuer à le faire. Et nous faisons également un certain nombre de déplacements sur le terrain. Nous serons ainsi lundi prochain en Meurthe-et-Moselle pour aller examiner un ouvrage et pour rencontrer les élus locaux. Je vous rappelle également que nous avons lancé une consultation des élus locaux sur la plateforme dédiée du Sénat. Cette consultation est accessible depuis le 21 janvier. Et je ne peux que vous indiquer à relayer cette information auprès des élus de votre département pour qu'ils se connectent à cette plateforme et qu'ils puissent apporter leur témoignage par rapport à la situation des ponts dans leur territoire. Je rappellerai que nous avons, mais vous le savez, un réseau d'infrastructures qui est très dense en France, puisqu'il y a 1100 000 kilomètres de voirie. Qu'il y a à peu près 200 000 ponts, c'est ce qui veut dire un pont tous les 5 kilomètres. Je rappelle que l'État gère directement 12 000 ponts, les concessionnaires 15 000, les départements 100 000 et les communes 80 000, et que l'on estime la valeur de ce patrimoine d'ouvrages d'art à 200 milliards, ce qui représente donc un actif tout à fait considérable. La difficulté, c'est que, effectivement, notamment, c'est l'objet de cette table ronde, pour les collectivités locales, ce n'est pas toujours simple déjà de connaître le nombre d'ouvrages d'art qu'ils ont sur leur territoire. On s'aperçoit que parfois il y a déjà ce problème de connaissance, qu'a fortiori il y a un problème encore plus réel par rapport à la connaissance de l'état de ce patrimoine. Et une difficulté par rapport à la nécessité d'assurer l'entretien de ces ouvrages d'art, puisque selon les premières auditions auxquelles on a pu procéder, et selon des ratios qui ont pu nous être donnés notamment par l'IDRIM, il faudrait à peu près 500 millions d'euros par an pour entretenir comme il convient ces ouvrages d'art, dans un contexte que vous connaissez tous, qui est un contexte de baisse des dotations, qui ont diminué de près de 20% depuis 2014. Et donc, l'une des questions essentielles qui se pose à la mission que nous avons créée et sur laquelle nous sommes impatients de vous entendre, messieurs, c'est comment on peut faire en sorte que
demain il y ait une meilleure connaissance de ces ouvrages, une meilleure prise en compte de leur situation, comment on peut faire qu'il y ait un diagnostic et une vraie visibilité des besoins de ces ouvrages, et comment ensuite on en assure un entretien régulier, sachant, rassurez-vous, que le Sénat est comme toujours bien conscient du fait qu'il est extrêmement difficile de rajouter des contraintes et des charges supplémentaires aux collectivités. Il y a quelques semaines, une journaliste que je préfère ne pas nommer m'a dit c'est très simple, il faut imposer aux communes de faire un diagnostic. C'est évident, mais quand on voit le coût d'un diagnostic, sans dévoiler par avance ce que nous pourrions préconiser, on n'imagine pas de préconiser l'obligation de réaliser pour les collectivités locales un diagnostic de tous leurs ouvrages d'art, tout simplement parce que ça serait juste impossible pour des questions financières. Donc voilà, je crois que ce serait bien que vous puissiez, dans un premier temps, nous faire un peu le point sur la manière dont les collectivités que vous représentez appréhendent cette question, à la fois en termes de connaissances et en termes aussi d'exercice de cette compétence, et voir si vous avez des suggestions à nous faire quant aux solutions qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer la situation. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite commencer. On va peut-être commencer par les départements pour prendre la plus grande, oui, merci, grande collectivité. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est des départements, oui, vous l'avez dit, nous avons donc plus de 100 000 ponts sur le réseau routier qui en compte environ 380 000 km de route au total environ. C'est bien plus que l'État qui en compte environ plus de 12 000, mais la particularité de nos ponts, c'est que souvent ils sont 2 à 4 fois plus petits que ceux de l'État en rapport avec le réseau que nous couvrons. L'entretien a cette particularité que nous avons des équipes routières qui suivent soigneusement le patrimoine. Et donc, il y a des référentiels routiers et des référentiels sur les ouvrages d'art, notamment le référentiel ITCOA qui est utilisé par plus de 60% des départements, qui permet de qualifier, de suivre l'état des ponts. Je dois dire que les données que je vais vous donner aujourd'hui sont tirées des travaux de l'Observatoire national des routes que nous élaborons avec l'IDRIM. L'année dernière, on avait interrogé les départements pour savoir s'ils avaient en effet des référentiels techniques permettant de qualifier les ouvrages d'art. Cette année, on a demandé donc les budgets et puis l'état des routes, l'état des ouvrages d'art, etc. Donc, vous trouverez beaucoup des renseignements qui vous intéressent dans ce dernier tome de l'Observatoire qui est paru et auquel nous sommes associés depuis le début, avec les professionnels des ponts, notamment le syndicat des professionnels. Voilà, 50% des départements indiquent effectuer une visite par an au minimum, prioritairement sur les ouvrages en mauvais état. 50% visitent les ponts tous les 2 à 9 ans, en fonction de l'état du pont, sachant que bien sûr les visites se rapprochent en fonction de l'état du bâti et des caractéristiques techniques. Nous avons aussi un descriptif des caractéristiques techniques des ponts dans l'observatoire, puisqu'on peut avoir différentes typologies de ponts, différentes générations. C'est d'ailleurs une des problématiques importantes. Beaucoup de ponts, notamment dans l'Est, ont été construits après la guerre et nécessitent aujourd'hui progressivement des travaux lourds, voire de la reconstruction parfois. Cela étant assez inégal, suivant les départements, suivant leur place dans le réseau hydrographique, par exemple, puisque suivant là où vous êtes placé, vous pouvez avoir des rivières plus ou moins importantes, etc., et des ponts plus ou moins anciens, suivant les phases de démolition, reconstruction que le territoire a pu connaître au fur et à mesure du temps. Concernant l'état des ponts, l'Observatoire national nous dit que nous avons donc près de 64% de nos ponts qui sont en bon état structurel, 27,5 qui nécessitent des travaux spécialisés sans que la structure elle-même soit touchée. Donc c'est des travaux qu'on pourrait qualifier de plus ordinaires. 6,7% représentent une structure altérée qui nécessite des travaux de réparation et 2% sont des ouvrages dont la structure est altérée, ce qui peut conduire à des restrictions de circulation. Donc là, je vous donne une gradation du meilleur vers le plus mauvais état.
Voilà. Donc pour ce qui est des plus mauvais états, là on en compte environ 2%, sachant qu'en effet, nous avons des ouvrages d'art sur lesquels il y a des restrictions de trafic en fonction du tonnage. Je pourrais vous donner les chiffres exacts que je n'ai plus sous la main. Là, si, voilà, c'est ça. Restriction de trafic, environ 1% du parc. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est des gros ponts, des petits ponts, puisqu'il y a une hétérogénéité dans tout ce patrimoine. Voilà. Les départements estiment pour une grande majorité d'entre eux avoir les moyens techniques et humains nécessaires pour suivre et organiser l'entretien de ce patrimoine. Cependant, 21 évoquent des difficultés liées au manque de personnel et liées à la difficulté à mobiliser des compétences techniques qui se raréfient notamment au fur et à mesure des départs en retraite, puisque, étant donné que nos budgets de fonctionnement sont extrêmement sous pression, et le renouvellement de personnel ne se fait pas forcément avec la plus grande fluidité, et on ne voit pas sur le marché également beaucoup de compétences disponibles dans ce domaine très pointu des ouvrages d'art. Certains départements, d'ailleurs, regrettent également ce manque de compétences aussi dans des entreprises privées, en considérant que souvent ce secteur d'activité n'est pas le plus rentable et que donc parfois on a du mal à trouver les compétences nécessaires, alors que par ailleurs ça demande pour les gens qui se forment un travail de spécialisation extrêmement poussé. Voilà. Alors, l'entretien est coûteux, bien sûr, dans le contexte de crise que nous connaissons. La part consacrée à la préservation du patrimoine des ouvrages d'art se situe dans une fourchette qui va de 15 à 20% des budgets grosses réparations pour les grands départements et de 12 à 14 pour les petits et moyens départements. Voilà, avec une tendance à l'augmentation dans la période récente. L'enquête que nous avons menée par ailleurs pour compléter celle de l'Observatoire nous révèle que environ 0,48% des ponts que nous avons devraient être reconstruits dans les 5 ans qui viennent, ce qui fait environ une moyenne de 5 ponts par département. Alors, c'est une moyenne, ça vaut ce que ça vaut, c'est très inégal, c'est très hétérogène. Et parfois, quand on nous dit reconstruction, ça peut aussi être des grosses réparations qui pourraient être une alternative à cette reconstruction. Voilà, voilà, et ça bien sûr c'est corrélé à l'âge du pont, bien sûr, avec les dégâts de la guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Interrogés sur les impacts financiers, les départements nous disent que l'entretien et la reconstruction éventuelle posent des problèmes financiers très importants pour 13% des départements, importants pour 53%, peu importants pour 28%, et ne c'est pas 6%. Il y a donc des grosses tensions financières, budgétaires, si on mesure en effet l'écart entre les besoins et le renouvellement du parc et les moyens disponibles. Voilà. Et évidemment, ces tensions sont bien plus grandes quand on a la responsabilité de grands ouvrages d'art et lorsqu'ils sont anciens. Les coûts sont également renchéris sensiblement lorsque les ponts surplombent des voies ferrées ou par exemple des canaux, puisque RFF et VNF facturent des coûts qui sont jugés exorbitants au titre de l'interruption du trafic. C'est parfois l'équivalent, certains m'ont dit, parfois l'équivalent du coût des travaux qu'on va faire, puisqu'en effet, SNCF demande par exemple à être indemnisé du trafic qui ne circulera pas sur ce pont. Les relations d'ailleurs avec ces opérateurs VNF et SNCF sont perfectives. Concernant, on a interrogé les départements en leur demandant considérez-vous que SNCF et VNF ne respectent pas leurs engagements concernant l'entretien des ponts prévus dans le cadre de conventions. Ça fait référence bien sûr à ce qui concerne ce qu'on appelle les ouvrages de rétablissement. Vous savez que normalement, le coût de l'entretien et la réparation d'ouvrages d'art appartient, d'après la jurisprudence, à celui qui a la route supportée par cet ouvrage d'art, sauf dans le cas où il y a des conventions qui ont été conclues précédemment. Alors, il y a une loi qui a été votée il y a peu de temps, mais ça concerne les ouvrages neufs qui obligent à ces conventions. Mais il y a tout le parc ancien, c'est évidemment l'essentiel. Il n'y a pas des conventions partout, et quand il y en a, elles sont parfois l'objet
de dissensus, etc. Donc il y a 35% qui nous disent oui, on considère que ces opérateurs n'entretiennent pas l'ouvrage à la hauteur de ce qui était prévu dans le cadre de la Convention. 37% nous répondent non, ça va, et 26% ne savent pas. Alors concernant les mécontentements qui sont évoqués, on évoque le non-respect ou la contestation juridique des conventions répartissant les responsabilités d'entretien des ouvrages. Certains départements constatent une absence ou une insuffisance d'entretien, aboutissant in fine à une dégradation de l'infrastructure et à finalement l'obligation de renouveler le pont. Puisqu'il y a des conventions qui disent, bon, par exemple, SNCF assure l'entretien, mais pas forcément la reconstruction, etc. Donc, il y a 2 cas de contentieux dans ce domaine-là. Parfois, mauvaise volonté ou manque de réactivité de la part des opérateurs pour transmettre les informations, par exemple les conventions, les dossiers techniques relatifs aux ouvrages, la transmission des conclusions de visite d'inspection, etc., qu'on a besoin également de connaître. Difficulté à établir le dialogue pour établir les conventions sur les ouvrages neufs, ça fait référence au texte dont je vous parlais. Facturation jugée excessive donc, pour les interruptions de trafic, ça je vous en ai parlé. Et puis des difficultés à établir un dialogue du fait des changements fréquents d'interlocuteurs, parfois dans les équipes qu'il y a en face. Voilà. Nous avons également interrogé les départements concernant leur action au service du bloc local, puisque nous avions eu des travaux techniques avec mes collègues de l'AMF, de l'ADCF, et on faisait le constat de la difficulté de mobiliser de l'ingénierie sur ce secteur-là. On a donc demandé aux départements s'ils sont directement ou indirectement en mesure d'apporter dans ce domaine une assistance technique aux communes et EPCI, sachant que de nombreux départements travaillent en partenariat avec une agence technique, sachant aussi que la loi NOTRe donne aux départements une responsabilité d'ingénierie pour raison de solidarité territoriale. C'est les premiers conseils en matière de voirie, d'aménagement, etc. Donc, êtes-vous directement ou indirectement en mesure d'apporter de l'assistance technique? 13% ont répondu oui, tout à fait. 58% ont répondu oui, en partie, en fonction notamment de l'évolution du personnel et des compétences en interne. Problème que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que si dans les années qui viennent, on voit que les compétences partent, on va être en difficulté. 21% disent non, 7% ne savent pas. Par ailleurs, 26% des départements affirment avoir mis en place des aides spécifiques pour financer les routes et les ouvrages d'art des collectivités locales. Il peut y avoir des lignes spécifiques budgétaires. Vous savez on donne, je crois, plus d'1,6 milliard de subventions aux collectivités du bloc local sous différentes formes. Bon, certaines mettent en place une ligne budgétaire particulière à ce titre-là. Voilà. On a interrogé également les départements sur leurs préconisations, leurs propositions qui pourraient être faites dans le cadre d'un plan national. Le premier point qui est évoqué d'abord, c'est de résoudre le problème du financement. Il est déterminant pour de nombreux départements et sera croissant, évidemment, à mesure que le patrimoine va vieillir. Donc beaucoup demandent la création d'un fonds spécifique, etc., abondé par l'État. Alors, est-ce que c'est les amendes de police, la taxe, la vignette poids lourd, on ne sait pas, etc. Mais il y a là tout un patrimoine qui, aujourd'hui, dans l'état actuel de nos finances, pose et va poser un problème de plus en plus important pour l'entretenir. Et il est également nécessaire de faciliter le suivi et le contrôle de ces ouvrages en temps réel, notamment. Il y a un point qui est important, c'est que ce qui concerne le contrôle des ouvrages, les audits, etc., sont comptabilisés au titre du fonctionnement, qui est lui-même toisé, notamment dans le cadre des pactes financiers, à 1,2%. Nous, on pense qu'il faudrait sans doute peut-être que toutes ces actions de fonctionnement qui contribuent à la pérennisation de l'ouvrage, peut-être soient comptabilisées au titre de l'investissement et ne fassent pas l'objet de restrictions, parce que quand on passe un coup de rabot à toutes les lignes, fatalement, tout le monde en prend pour son grade, et évidemment, c'est au détriment de la longévité de l'infrastructure. Il nous faut également maintenir et développer un centre de ressources spécialisé au niveau national. Sur la question de la maintenance et de la construction des ouvrages d'art, on pense surtout au CEREMA. Les départements sont le plus grand client des collectivités locales en ce qui concerne le CEREMA. Il est important de prévoir, nous pensons, un droit de tirage sur ce domaine-là,
Et nous attendons beaucoup du CEREMA en termes d'ingénierie technique. Il a déjà, dans certains départements, préconisé des solutions innovantes, alternatives à la reconstruction de ponts. Je crois que vous allez en Meurthe-et-Moselle, vous verrez un exemple là-bas, et qui a permis justement de trouver une solution bien moins onéreuse permettant de pérenniser l'ouvrage. Il y a donc besoin sans cesse d'innover, de trouver de nouvelles solutions et de nouvelles solutions moins disantes si possible. Et puis il y a sans cesse besoin de benchmarking, de voir ce qui se fait ailleurs et d'être sans cesse à la pointe en matière technique pour que nous maintenions ce qui fait une des réputations de la France d'être le pays des ponts et chaussées. Voilà. Ce qui est également demandé, c'est de la simplification réglementaire et administrative. Les techniciens nous disent que les dossiers exigés au titre de la loi sur l'eau et de l'environnement sont souvent excessifs. Également sont pointées les contraintes des architectes des bâtiments de France, mais c'est un classique. On souligne bien sûr les problèmes de gestion prévisionnelle des compétences, donc maintenir une ressource de compétences, une offre de formation au service des collectivités locales de qualité et pas trop onéreuse. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour financer les formations à l'école des ponts. Il est très important également d'animer la communauté technique, de faire qu'il y ait au niveau des techniciens de toutes les collectivités des échanges techniques, des échanges de compétences, des bonnes pratiques. Alors il y a les quotitas dans le territoire qui sont animés. C'est sans doute pas suffisant. Il faut faire plus. Il faut continuer en action avec le CEREMA. Il faut connaître mieux le patrimoine et donc continuer les travaux faits sur l'Observatoire national de la route que nous faisons avec l'IVRIM. Peut-être arriver progressivement à un SIG des ponts en France, à une cartographie avec leur état, peut-être, si on pouvait, hein, bien sûr. Dans l'idéal, ça serait formidable. Fluidifier, améliorer les rapports avec SNCF et VNF, et notamment obliger à ce que les conventions soient respectées correctement. Et puis également, il faut stopper le manque d'entretien sur les ponts de l'État, puisque certains départements soulignent que, par exemple, quand les ponts de l'État sont en mauvais état, il y a une restriction de tonnage et, par exemple, les camions ou les convois exceptionnels passent donc sur des ponts alternatifs, et c'est souvent les nôtres. Donc, il y a un effet de vase communicant. Voilà, en gros, les quelques éléments qui sont remontés. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Le Maignan pour l'Assemblée des communautés de France. On appuie sur lequel? C'est le rouge, d'accord. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les sénateurs, l'ADCF depuis 2014 a fait régulièrement attirer l'attention des risques sur l'investissement local. Et avant même le pont de Gênes, on avait en 2014 analysé les conséquences de la baisse brutale de l'investissement dans les communes allemandes entre 1995 et 2002. Si bien que la Fédération du patronat allemand s'était émue et en 2014 a fait une étude qui montrait que 46% des ponts allemands étaient dans un état critique. Vous voyez donc, ce n'est pas uniquement l'Italie qui est concernée, et nous avions attiré l'attention sur l'effondrement de l'investissement à compter de 2014 des collectivités locales, et en particulier sur ce qui ne se voit pas. Et l'entretien des routes et des ouvrages d'art et des réseaux font partie des thématiques qui ont été le plus zappées à la suite de la crise financière de nos collectivités locales et liée à la baisse brutale des dotations. Donc nous avions demandé une conférence nationale de l'investissement, des assises nationales de l'investissement, pour avoir à la fois un état des lieux précis et en même temps définir des priorités qui puissent être déclinées au niveau national et au niveau régional. Nous avons parallèlement lancé à compter de 2015 un observatoire avec la Caisse des dépôts pour analyser la commande publique en examinant les appels d'offres, donc en étant le plus près possible de la réalité opérationnelle. Et on voit bien, on a bien noté, vous avez des éléments qui seront dans le dossier qu'on va vous communiquer, on voit bien qu'il y a eu un effondrement à compter de 2014, et que cet effondrement, on note une légère reprise en 2017, un peu plus de 6%. En 2018, les premiers chiffres que l'on a nous font apparaître une augmentation d'à peu près de 1% par rapport à 2017. On n'a pas encore, loin de là, retrouvé les niveaux de 2013. Et par ailleurs, les investissements qui sont réalisés par les collectivités locales se sont modifiés. C'est plus de l'ingénierie et des services,
et c'est moins des travaux. Les travaux continuent encore à diminuer. Et donc là-dessus, nous attirons l'attention de cette diminution grave de l'investissement local, et je vous rappelle que la qualité de nos investissements publics est l'un des éléments, des rares éléments d'attractivité du pays concurrentiel par rapport aux autres pays d'Europe. Alors, nous avons aussi mis en place une collaboration avec la FNTP et la FFB pour essayer de travailler ensemble sur le thème de l'investissement. Autour de 3 axes, donc des rencontres nationales et régionales consacrées à l'investissement, un travail conjoint sur l'observation des investissements publics locaux, la connaissance des projets et puis la répartition thématique et l'état du patrimoine. Et enfin, une analyse des bonnes pratiques qui paraît effectivement essentielle pour pouvoir les diffuser auprès de l'ensemble de nos collectivités locales. À l'évidence, nous devons, on travaille avec l'IDRIM et l'Observatoire national des routes, avec, parallèlement à ce que fait l'ADF, et c'est pour nous essentiel. Alors, il y a en fait 2 aspects sur le sujet de ces investissements routiers sur les ouvrages d'art. Un, la connaissance globale du patrimoine, et je rappelle qu'à ce jour, il n'y a pas de lieu centralisé permettant d'appréhender cette connaissance. Alors c'est vrai qu'avant, on avait les DDE. Les DDE, les subdivisionnaires, faisaient cet observatoire, faisaient de fait, avaient ce rôle de recenser l'ensemble des ouvrages d'art de leur secteur, ainsi que leur état régulièrement. Aujourd'hui, on a certes des apports méthodologiques de la part du CEREMA, dont le rôle est essentiel. Le CEREMA devrait être intégré dans l'Agence nationale des collectivités territoriales, et c'est important que le CEREMA soit véritablement un outil au service des collectivités locales, les départements, le bloc local, pour pouvoir nous permettre d'avoir cette ingénierie qui nous manque. Il faut absolument qu'il y ait un système d'information géographique des ouvrages d'art au niveau, à l'échelle nationale. C'est important et je confirme donc ce qu'a dit mon collègue des départements. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des éléments pour les questions de maintenance. Les questions de maintenance, l'IDRIM avait proposé un système de notation synthétique pour caractériser l'état des ouvrages d'art. Ça va du 1 avec ouvrage en bon état, structurel, avec le 4, un ouvrage dont l'altération de la structure peut conduire à une réduction de la capacité portante à court terme. Et en fait, on a des résultats qui ont été présentés en 2017 sur 43 départements qui avaient répondu à ce questionnaire. Alors, l'IDRIM peut avoir un rôle de fédérateur et d'animation pour recenser tous les gestionnaires, quel que soit leur échelon sur le nombre d'ouvrages qu'ils gèrent, pour surtout, ce qui me paraît vraiment fondamental, c'est partager un cahier de maintenance pour chaque ouvrage d'art. Il y avait un travail qui avait été fait sur les routes qui montrait que lorsqu'on investit peu en réparation sur les routes, la réfection de la route à terme coûte beaucoup plus cher qu'un entretien périodique. C'est important qu'on ait ce genre d'outils à disposition de nos collectivités et que ce soit surtout un outil partagé, qu'on ait bien les uns et les autres l'objectivation des coûts de maintenance et de la menace que cela fait porter à terme sur l'ensemble du patrimoine. Et donc il faut qu'on ait des partages d'expériences aussi pour valoriser les bonnes pratiques. Ce qu'a dit notre collègue sur la Meurthe-et-Moselle, il y a des solutions qui peuvent permettre de faire des économies de coûts par rapport aux rénovations que l'on apporte à nos ponts. Un autre des sujets à traiter aussi, c'est important, la formation. Il faut qu'on ait effectivement des démarches de recensement de toutes les formations. Je partage le diagnostic qui a été évoqué tout à l'heure. L'IDRIM a un comité formation, recherche, innovation. Il est important qu'on puisse essayer de valoriser, de faire connaître l'ensemble des formations pour que nos collaborateurs puissent avoir les capacités techniques pour assurer ces maintenances. Dans les métropoles, il y a effectivement des méthodes d'inspection. Là, pour le coup, elles sont équipées, elles ont l'ingénierie, elles ont les moyens techniques pour faire ce suivi des ponts. C'est un peu comme les départements, là aussi, on a les mêmes capacités d'ingénierie. Je parle sous le contrôle de mon collègue de Grenoble. Alors, je vais vous présenter aussi la répartition qu'on a dans les compétences entre les communes et l'Interco.
Alors, sur les communes et interco, on a, dans le continuum de la compétence voirie, 65% des communautés de communes et 62% des communautés d'agglo ont transféré la compétence voirie aux intercommunalités, avec parfois des mutualisations de l'ingénierie, mutualisation de moyens de l'ingénierie dans cet partage. C'est tout ou partie, mais la plupart du temps, les ouvrages d'art, quand il y a une compétence de voirie qui a été transférée, dans 70% des cas, les ouvrages d'art sont évidemment intégrés, sont transférés à l'intercommunalité. Alors, sans aller plus loin, juste quelques points de proposition de plan d'action. 1. Aider communes et communautés à identifier les ouvrages d'art potentiellement dégradés. Pour le coup, ce qui a été dit par mon collègue des départements, c'est soit les agences techniques départementales, soit autrement, au niveau de l'interco, il peut y avoir des mutualisations de moyens qui permettent d'assurer cette ingénierie. Par ailleurs, le CEREMA, encore une fois, doit être utilisé mieux au profit de nos collectivités. Deuxième élément, alors je partage totalement ce qui a été dit sur les conventions avec SNCF Réseau et VNF. Les ouvrages de rétablissement posent des vrais problèmes d'application et il est important que l'on sanctuarise ces conventions et qu'on les fasse appliquer strictement. Troisième élément, probablement créer un pool à l'échelle départementale, sous l'égide de la préfecture, qui est chargée des questions de sécurité, et qui permette de regrouper autour des services du conseil départemental, des intercos, l'association départementale des maires, qu'on puisse avoir ce pool et un rôle d'animation, de sensibilisation, avec un plan d'action départemental, et suivre un bilan de ce qui a été fait. Quatrième point, donner des marges financières aux collectivités locales. Alors, je partage tout à fait l'idée qu'il faut que les surveillances et l'entretien des infrastructures doivent être inscrits en section d'investissement pour nous permettre effectivement d'abord remboursement de TVA, mais surtout ne pas être pris par le piège des 1,2%. Et il faut également qu'il y ait un fléchage des ETR et de la DSIL qui soit coordonné pour permettre effectivement de faciliter l'entretien de ces ponts, avec probablement là aussi un fonds exceptionnel qui pourrait être alimenté par les amendes et la future vignette poids lourd et complété par des prêts à taux zéro de la Caisse des dépôts. Maintenir une ingénierie de pointe dans le domaine des ouvrages d'art. Encore une fois, le CEREMA doit nous fournir des guides d'action, des guides méthodologiques. Et enfin, il faut effectivement qu'on mutualise des formations ad hoc dans nos collectivités, départements, intercommunalités et communes, pour pouvoir maintenir un niveau de connaissance et d'ingénierie qui puisse nous permettre de pouvoir suivre ces travaux sur les ponts. Et enfin, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il est fondamental qu'on ait en même temps un système d'information géographique national pour lister l'ensemble des ouvrages d'art et des ponts et de leur état. Merci beaucoup. Je suis heureux d'apprendre qu'on a une vignette poids lourd parce que ça m'avait échappé, non, mais on abordait le sujet. On abordait le sujet juste avant la réunion avec Didier Mandeli, qui est le rapporteur du projet de loi d'orientation des mobilités, et on travaillait avant cette audition sur ce projet de loi et on évoquait le sujet, mais finalement, puisque la vignette est instaurée, je n'ai pas dit qu'elle était instaurée. Je dis que ce serait bien que le fonds puisse servir justement à des travaux sur la sécurité des ouvrages d'art. Très bien. Je vais donner la parole à Monsieur Poletti pour France Urbaine. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vous apporterai plutôt un témoignage. Parce qu'à Argenteuil, au mois de mai l'année dernière, nous avons été impactés avec le pont de Gennevilliers, le pont de la 15. Ce pont qui relie tout l'ouest, enfin tout le nord-est de Paris, jusqu'à Paris, s'est effondré, en partie. De 4 voies, nous sommes passés à 2 voies. Et ça a vraiment impacté tout le Val d'Oise. Parce que c'était, pour faire des déviations, il fallait passer par la 104, qui était en travaux. Donc, pour dévier les camions, ce n'était pas possible. Et on a mis beaucoup de temps vraiment à faire agir l'État. Parce que lors de la première réunion, ils ont pensé que ce n'était pas grand-chose. Et on s'est retrouvé complètement bloqué. Argenteuil, il faut le savoir, est relié à la région, à la Petite Couronne, par 3 ponts routiers et 1 pont de chemin de fer. Et ce pont de la 15 dessert tout Paris. Et on attend avec impatience justement que ça continue jusqu'à Gennevilliers et qu'on puisse arriver sur le périphérique.
Ce pont était quand même sous surveillance parce que le 29 mai 2016, on a quand même eu sur la ville d'Argenteuil plus de 10 tonnes de sablon qui sont déjà arrivées sur nos rues. Donc, à cette époque, on a déjà tiré la sonnette d'alarme. En 2014, on n'avait peut-être pas 10 tonnes, mais on avait quelques tonnes de sablon qui étaient déjà tombées chez nous. Et là, au mois de juin, c'est carrément les écailles du pont qui sont tombées, avec les câbles qui retenaient les écailles qui ont coupé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé, mais vraiment dans une panade pas possible. Argenteuil a été pris d'assaut par tous les véhicules qui se retrouvaient coincés. Juste une question à ce stade. Oui. C'est un ouvrage sous maîtrise d'ouvrage État non concédé, c'est ça? Non concédé. Oui, c'est la DIRIF qui gère ce pont. Donc on a été envahi de véhicules pendant un mois et demi. C'était de la folie pure. Le conseil départemental, avec Madame Cavecchi, ont monté une association pour essayer de faire accélérer les travaux. Là, on a réussi au mois de décembre à faire réouvrir une 3e voie, ce qui n'est pas encore assez. Et normalement, on nous a promis qu'au mois de mars, tout serait rétabli, théoriquement. Mais pour l'instant, les dates de travaux ont été à peu près tenues. Mais depuis 2016, quand même, c'est vrai que 10 tonnes de sablon qui tombent dans une petite rue qui s'appelle la rue du désert, on n'y peut rien, mais ça tombait bien. Bien, ce qu'elle a dit. Oui, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a eu Ils sont venus voir, mais je pense que les vérifications n'ont pas été assez poussées. Et il y avait des problèmes d'évacuation d'eau qui ont fait que ça a corrodé ces câbles qui tenaient les écailles. Et on en est arrivé là. Heureusement, on n'en est pas arrivé à Gênes, mais on aurait pu arriver à l'effondrement complet du pont. C'était en début de Seine, donc ça aurait été quand même très dangereux. On ne serait pas tombé dans la Seine, mais ça aurait été quelque chose à ne pas vivre. Donc on surveille. Le comité qui surveille ça le suit de près. On a des réunions à peu près tous les mois avec monsieur le préfet du Val d'Oise. Mais c'est vrai qu'on a frôlé la correctionnelle, enfin l'État a frôlé la correctionnelle avec ce pont parce que, à mon avis, il y a eu des manquements d'entretien. Donc il a fallu faire venir des ingénieurs du ministère des Transports pour regarder comment faire. Et toutes les solutions ont été étudiées pour faire 2 voies de l'autre côté, mais c'est pas possible vu qu'on arrive sur la Seine. Il fallait mettre des ponts militaires. C'était tout un problème. Et de ce fait, voilà. Si vous voulez passer Argenteuil par le pont de la 15, prenez du temps. Ça m'arrive de l'emprunter assez régulièrement quand je vais dans le département de l'Eure, dans la partie est du département. Voilà. Monsieur Ferrari, donc pour l'Association des maires de France, je rappelle que l'Association des maires ruraux était invitée, qu'ils devaient venir et que les conditions météorologiques les ont fait renoncer à la participation à cette table ronde. Donc vous avez la lourde responsabilité de vous exprimer au nom des communes dans leur ensemble, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, quelques mots qui évoquent à la fois, qui vont être redondants sur ce qui a été dit par mes collègues des autres associations d'élus, et un éclairage local particulier, finalement grenoblois, maire représentant les maires et l'AMF ici, mais président également de la métropole de Grenoble, dans finalement cette articulation commune-métropole, finalement un sujet du bloc local pour une grande partie. Et c'est ainsi qu'il faut d'ailleurs poser les choses. Le territoire métropolitain grenoblois, c'est 49 communes, 450 000 habitants, des rivières parfois capricieuses, des torrents capricieuses qui nous viennent évidemment des Alpes, et de la plaine, des coteaux, de la montagne. Et vous mesurez bien que derrière tout cela, c'est un magnifique finalement écosystème pour les ouvrages d'art de toute nature possible, que ce soit des ponts, que ce soit des murs de soutènement, que ce soit un certain nombre tout simplement d'ouvrages qui vont aider tout simplement les habitants, les communes et le développement territorial.
49 communes, une compétence voirie qui a été transférée donc des communes vers la métropole en 2015 et également en 2017 pour les voiries départementales. Dans le cadre du double cliquet, loi dite métropole, loi NOTRe, le deuxième. Nous avions recensé, je dis bien nous avions, puisqu'il y a un petit sujet d'évolution de la connaissance, finalement, du nombre. Pour une raison simple, c'est que nous détectons aujourd'hui des ouvrages que l'on va qualifier d'orphelins, puisque finalement, ils n'apparaissent nulle part, mais nos inventaires ne font que s'accroître d'année en année par la connaissance que nous avons du territoire. Nous avions recensé collectivement à l'époque 1200 ouvrages d'art sur le territoire métropolitain. 1200. À peine 2 ans plus tard, à la suite des inventaires complémentaires, nous en comptabilisons 1500. Et sur ces 1500, la question de la domanialité n'est toujours pas résolue pour un certain nombre d'entre eux très largement. Sur ces 1500 ouvrages, de nombreux ouvrages sont anciennement communaux. Et lorsque l'on regarde la carte, la cartographie, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément dans les communes urbaines outillées techniquement qu'ils sont présents, mais nous avons plutôt une cartographie des communes rurales, montagnardes, périurbaines, où l'essentiel, la très grande majorité, tout simplement des ouvrages se situent. Donc se pose directement derrière cela un sujet de bloc communal et de solidarité métropolitaine, intercommunale, qui se pose derrière tout cela. La très grande majorité sont communaux, sont tous, pour l'essentiel, lorsque nous avons pris tout simplement cette compétence, dépourvus de fonds de dossier et n'ont pas fait l'objet d'un suivi conforme aux obligations réglementaires. C'est l'état des lieux tel que nous l'avons découvert. Ce n'est évidemment pas la faute des maires successifs qui se sont posés, encore une fois, par manque d'expertise et puis aussi par tout simplement largement d'autres sujets à hériter. Nous avons hérité de ce patrimoine et nous avons décidé dès 2017 d'investir à l'horizon 2020, ça c'est la métropole évidemment qui s'exprime, près de 3 millions d'euros pour la surveillance et l'entretien et 20 millions d'euros pour les opérations de réparation et de renouvellement d'ouvrages qui sont pour cela en péril identifiés. Parallèlement, plus d'une centaine d'inspections détaillées sont réalisées chaque année pour rattraper, si je puis dire, finalement le retard de connaissances accumulées en la matière par le passé et, encore une fois, révélant à chaque année de nouveaux ouvrages en péril ayant nécessité des mesures immédiates de mise en sécurité. Je dis bien immédiates de mise en sécurité. Mise en œuvre en lien étroit avec les communes concernées et se traduisant généralement par une limitation, voire une interdiction de circulation sur ces 10 ouvrages. Dans le même temps, plusieurs ouvrages identifiés comme dans un état de péril ne sont pas à ce jour pris en charge parce qu'ils restent orphelins. Ils restent orphelins quand bien même les moyens humains dédiés ont été notablement augmentés par les services métropolitains. Mon équipe en la matière est à 7 ETP et nous avions un doublement des équipes. Nous avons eu un doublement des équipes en 3 ans. Nous sommes sur des ouvrages en péril. Le sujet est évidemment déterminant. Et évidemment, on a aussi eu accès, fait tout simplement appel à des renforts externes. Donc je le répète là-dessus, peu d'ouvrages dans les communes urbaines, sauf certains, et j'y reviendrai, mais qui ont déjà été évoqués par mes collègues liés tout simplement aux voies ferrées, aux autoroutes. Et on va y revenir parce qu'il y a des petits sujets là-dessus qui, en termes financiers, ne sont pas peanuts, croyez-moi, dans le regard global. Donc cette réalité que je pose, elle n'est pas singulière à un territoire métropolitain, elle n'est pas singulière au territoire grenoblois, puisque notre pays est évidemment à la fois vallonné par ses montagnes, ses vallons, ses rivières, et tout ceci amène naturellement derrière cela les ouvrages que l'on connaît. Alors quelques pistes de réflexion qui ont fait l'objet d'un travail approfondi de notre côté, avec les maires d'ailleurs, toujours dans cette coalition maire-métropole, ce qui est une des spécificités de la construction métropolitaine grenobloise, pour dire les choses très simplement. La première, c'est la nécessité d'un soutien financier nouveau, soutien financier de l'État nouveau, ça a été dit, en particulier
pour rattraper le retard en matière de connaissances. Je le pose, il faut d'abord bien connaître avant effectivement d'agir, et notamment d'entretien, de surveillance et évidemment de réparation pour les plus en péril d'entre eux, et ceux qui sont d'ailleurs orphelins. Ce soutien pourrait prendre plusieurs formes. Ça a été dit, je vais répéter, une enveloppe additionnelle dans le cadre des fonds de soutien à l'investissement local, tout simplement. Une enveloppe additionnelle, et ça c'est nouveau et je le pose ici, dans le cadre des investissements de transport qui sera présenté dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, où là il y a un petit sujet quand même, il est compliqué d'évoquer des mobilités sans évoquer les ponts. Donc, et nous voyons bien que tout ceci est largement connexe, et il y a peut-être à cet endroit-là nécessité d'y trouver peut-être un élément d'inscription. Et puis, ça a été dit par mon collègue Charles-Éric Leménien, on ne peut pas, je dirais, ne pas extraire de la contractualisation financière ces sujets. Et c'est un véritable point, puisque de nombreuses dépenses en la matière sont des dépenses de fonctionnement, cela a été dit, et notamment, je dirais, un certain nombre de dépenses tout simplement de réparation qui sont faites et d'entretien classique, et qui tombent dans le 1,2, voire moins, pour certains. Vous vous rappelez qu'il y a une modulation, et nous sommes parfois, pas 1,2, mais moins, ce qui est le cas de la métropole grenobloise en l'espèce. Donc on a un petit sujet sur l'assouplissement de la contractualisation financière. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a aussi un sujet qui peut être posé dans le cadre du couple commune-métropole, mais également d'autres, qu'il existe aujourd'hui des attributions de compensation d'investissement qui sont possibles tout simplement entre communes et métropoles, mais pas entre les autres collectivités. Donc là, j'invite évidemment les sénatrices et les sénateurs à regarder cela de près, puisque pour nous, ça a été extrêmement utile. Dans le financement des ouvrages d'art dans la métropole grenobloise, cette attribution de compensation d'investissement, ça a permis de sortir de la complexité des dépenses de fonctionnement des communes, quelles qu'elles soient, et finalement d'inscrire et de reposer un équilibre financier intelligent, le plus intéressant entre les communes et la métropole. Donc il y a un petit sujet finalement d'attribution de compensation à poser là-dessus. Le deuxième point, c'est l'évolution des cahiers des charges des concessions autoroutières. Et là, croyez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un petit sujet financier, c'est un beau sujet financier pour que les charges de surveillance, d'entretien, de réparation des ouvrages, de rétablissement construits par le passé par ces mêmes acteurs leur soient tout simplement imputées. A fortiori, considérant les difficultés à récupérer des conventions établies en bonne et due forme par le passé, même impossible, on se dise les choses simplement, avec les collectivités, avec laquelle les réparations des charges, les clés de financement peuvent être parfois très variables, sur des montants qui sont évidemment loin d'être anodins. Donc là, il y a un sujet qu'il faut absolument regarder de près. Le troisième concerne la vigilance, ça a été dit, à savoir sur l'expertise nécessaire à conserver, voire renforcer la formation au métier du secteur, à la disponibilité, à la qualification des agents publics et salariés dans les bureaux d'études comme dans les entreprises. On a un besoin, effectivement, d'ingénierie, de compétences sur ces sujets-là pour tout simplement bien expertiser et permettre d'avoir les bons niveaux d'expertise. Je rappelle d'ailleurs que cette carence des experts va nous amener de fait à une augmentation des prix des expertises, qui là aussi, finalement, on va se retrouver dans la facture alors qu'il pourrait être utilisé à d'autres choses. Quatrième concerne un point de vigilance s'agissant des mesures de simplification établies au début de l'année 2018. Et encore une fois, la simplification, lorsqu'elle est exprimée, le diable peut se cacher dans la simplification, et vous le savez très bien. En début d'année 2018, concernant l'instruction des demandes d'autorisation des convois exceptionnels. Mesure qui pourrait notamment avoir pour effet de conduire à des renforcements excessifs des ouvrages concernés et in fine des dépenses publiques peu efficientes, en l'occurrence à la charge des gestionnaires de voirie et donc des collectivités. Donc ce que l'on a voulu être une simplification, eh bien, peut avoir des conséquences, et évidemment une nouvelle fois sur le bloc local en l'espèce. Enfin, la dernière, et je m'exprime ici
évidemment à titre personnel et pas forcément en tant que représentant de l'AMF, même si je ne fais que mettre le débat, il y a un sujet finalement, le sujet des pouvoirs de police spéciale qui sont attachés à l'exercice des compétences transférées, notamment s'agissant des mobilités en matière de circulation et de stationnement. En l'état actuel de la législation, de tels transferts sont automatiques mais peuvent faire l'objet d'opposition des maires concernés, on le sait. La métropole grenobloise a sans doute le nombre le plus élevé de communes qui ont transféré leurs pouvoirs de police spéciaux à la métropole dès le début du mandat, ce qui n'a absolument pas, je dirais, écarté les maires de toutes les décisions, au contraire. Mais il y a un petit sujet, tout simplement, notamment lorsque les maires, sur un certain nombre d'ouvrages qui sont en péril, il a pu parfois être difficile, avant le drame de Gênes, c'est beaucoup moins aujourd'hui, d'obtenir des mesures de restriction, voire d'interdiction de circulation, malgré des enjeux de sécurité extrêmement importants. Et la responsabilité collective qui nous engage, maire, mais aussi comme président de la métropole et comme président d'intercommunalité, je rappelle qu'il y a eu des condamnations, une condamnation notamment, qui place et le maire et le président de l'intercommunalité en responsabilité. Donc il y a un petit sujet à poser tout simplement sur l'ouvrage considéré et sans doute peut-être pas forcément sur l'ensemble du sujet en matière de voirie. Voilà les éléments que je vous souhaitais tout simplement vous apporter, à la fois de l'expérience de la métropole grenobloise, mais évidemment des choses qui se recoupent avec l'ensemble des sujets portés par mes collègues. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, de toutes ces réponses, de tous ces éléments, de tous ces témoignages qui nous paraissent très intéressants. Je vais tout de suite donner la parole peut-être à mes co-rapporteurs pour qu'ils complètent les questions qui peuvent être évoquées avant de donner la parole aux autres sénateurs qui ont émis d'ores et déjà le souhait de s'exprimer. Patrick Chaize. Oui, Monsieur le Président, merci. Donc merci à vous tous de vos présentations et des éléments précis que vous avez pu nous apporter. Moi, j'ai effectivement quelques questions complémentaires à vous poser. Et une première question qui est une question assez large, qui est plutôt sur une question de ressenti. Ma question, c'est de savoir si au sein de vos adhérents, comment vous percevez le ressenti sur cette sécurité, sur l'inquiétude qui pèse sur la sécurité des ponts. On a beaucoup parlé de ponts, on a peu parlé d'autres ouvrages tels les murs de soutènement. Donc, je voudrais aussi avoir votre point de vue sur ce point-là. Ensuite, je voudrais également avoir votre vision sur une piste qui pourrait s'ouvrir d'un point de vue comptable, donc notamment sur la comptabilité publique, à savoir est-ce que la gestion patrimoniale de ces ouvrages ne devrait pas être imposée par le biais notamment d'une comptabilité adaptée avec des provisions pour renouvellement comme telles qu'on l'a sur d'autres ouvrages. Une question sur qui a été plus ou moins abordée par plusieurs d'entre vous sur le recensement des documents. Est-ce qu'une piste qui pourrait être la constitution d'un espèce de coffre-fort national sur lequel serait déposé l'ensemble des documents techniques, plans donc de ces ouvrages dans un souci de conservation et d'utilisation à terme ne pourrait pas être une piste? Et enfin, je voudrais avoir votre avis aussi sur la notion de transfert de compétences. Alors, à votre avis, est-ce qu'un transfert de compétences est souhaitable et si oui, quel est le niveau qui vous paraît le plus opportun pour ce transfert de compétences? Merci, Monsieur Dagbert. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions. Je voudrais, moi, insister sur le recueil des données. On a vu, et mon collègue vient d'y faire allusion, que nous avons ici ou là un niveau de connaissance des ouvrages qui peut être très varié. Et j'insiste également sur les murs de soutènement parce que
on a tendance à oublier qu'ils sont des ouvrages d'art, hein, alors que ça représente une part importante aussi de la surveillance. Ma question porte sur les transferts de compétences, puisque nous avons vu, et vous en avez porté témoignage, que lors des transferts de compétences, on s'aperçoit qu'un certain nombre de collectivités n'avaient pas connaissance de la responsabilité qui était la leur en la matière. Et donc, si nous devions retenir demain l'option d'un nouveau transfert de compétences, quel niveau de collectivité vous apparaît aujourd'hui le mieux armé pour répondre à ce défi? Sur les compétences techniques, en tant qu'ancien président de conseil départemental, je crois savoir que nos collaborateurs ont un réseau au niveau des départements de l'Association des départements de France. Est-ce que cette ingénierie, cette compétence acquise au sein des départements peut être mise en commun avec les autres niveaux de collectivité? Je pense notamment, depuis les dernières CDCI, la montée en puissance des communautés d'agglomération et des métropoles. Donc, regardez comment les choses s'articulent. Et puis enfin, dans les propositions que vous avez pu faire, il y en a une qui retient tout à fait mon attention et je pense que c'est plus général. C'est comment au niveau national on est capable d'avoir une base de données et de la suivre dans le temps, c'est-à-dire un SIG de l'ensemble des ouvrages d'art, quelle qu'ait été leur doménialité à un moment donné de notre histoire. Merci. Messieurs, qu'est-ce qui veut répondre à ces questions? Allez-y, Monsieur Ferrari. Très rapidement pour démarrer. Sur le ressenti, en fait, vous avez la dernière question que vous évoquez, finalement, l'absence de conscience qu'il pouvait y avoir, notamment au niveau du bloc communal, pas forcément pour les ouvrages départementaux. Vous avez raison, nous on a eu ces deux sujets. En fait, le ressenti des maires de la métropole grenobloise ne fait qu'augmenter d'expertise en expertise. Plus les expertises tombent, plus effectivement la prise de conscience est absolument... et les maires sont parfois sidérés, tout simplement, de voir que sur leur commune, certains ouvrages... Et il est évident que depuis Gênes, ça ne mollit pas pour savoir s'il faut couper la circulation ou pas. Mais on a des ouvrages qui sont quand même qui sont usés jusqu'à la corde, quoi, quand on voit les photos, les inspections, etc., avec les techniques ad hoc. Ce n'est pas simplement un ressenti des adhérents que je veux exprimer, c'est-à-dire que les habitants, les citoyens, le drame de Gênes a été évidemment un vrai sujet déclencheur, et vous avez dans les territoires aujourd'hui des lanceurs d'alerte sur ces sujets en disant mais que font les élus, quelle est la stratégie des élus sur ces sujets-là. Sur le territoire grenoblois, nous avons souvent des lanceurs d'alerte sur un certain nombre de sujets, donc nous savons qu'il y a... Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Les murs de soutènement, nous les traitons exactement comme les ponts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, en fait... Ils sont aussi importants. Il y a 2 ans de cela, un mur de soutènement s'est effondré dans une des communes d'entrée du massif de Loisan, au sud de la métropole grenobloise. Voilà, et encore une fois, les choses ont été traitées à ce moment-là. Mais les murs de soutènement, c'est des vrais enjeux de sécurité aussi forts que les ponts. Et nous ne faisons aucune différence dans le sujet, ni même de priorisation. C'est la nature du risque et non pas la nature de l'ouvrage qui est le sujet, c'est la nature du risque qui fait la priorisation et pas autre chose. L'idée du coffre-fort national est plutôt une excellente chose. De toute façon, tout ce qui permettra encore une fois de partager et de porter à la connaissance des éléments techniques qui sont absolument nécessaires, même si ça n'empêchera pas que des études nouvelles soient faites, etc. Mais ça permet en tout cas de faire coïncider des éléments d'études et pas parfois de repartir à zéro sur un certain nombre de sujets. Donc tout ce qui pourrait être dans ce partage-là est important. Je garde la fin, le sujet du transfert de compétences. Moi, je pense qu'il est indispensable,
parce qu'il y a une nécessité d'ingénierie. La base, c'est la nécessité d'ingénierie. Ce qui a fait que les communes n'ont pas fait, c'est pas parce que les maires ne voulaient pas le faire, c'est parce que tout simplement, à la fois, il y avait un véritable sujet d'ingénierie dans ces communes-là. Et on le voit bien dans le territoire métropolitain grenoblois, c'est chez les petites communes qu'il y a le plus d'ouvrages concernés. Et encore une fois, les maires voulaient absolument bien faire. Et du coup, le sujet du transfert de compétences permet de positionner l'expertise au bon niveau. Et à mon avis, c'est les intercommunalités d'une part, métropole évidemment, mais conseil départemental d'autre part, sur un sujet de solidarité territoriale dans un certain nombre. Et ceci doit être posé en lien d'ailleurs avec les intercommunalités. Si elles sont dans cette capacité de porter ou en lien avec le département, on peut faire des hybridations aussi intéressantes entre PCI et intercommunalité. Mais je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui. Nous avons un vrai plan collectif à porter sur ces sujets-là à l'avenir. Ça n'enlèvera pas la comptabilité de le poser. Je pense que c'est une très bonne idée. On a un petit sujet de modèle économique global quand même. Et il va falloir qu'on pose quand même globalement d'où viennent les recettes potentiellement. Et là, il y a malgré tout besoin, je dirais, de faire reporter, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les autoroutiers leurs responsabilités. Et ça, là-dessus, nous ne lâcherons pas ce sujet-là. Et également, évidemment, sur des aides à l'investissement qui pourraient être nécessaires au travers de l'État. Monsieur Le Magnan, oui, rapidement, parce que j'ai beaucoup de demandes de parole de la part de mes collègues. Le ressenti, il est évident que c'est la connaissance qui crée la conscience du risque. Ça vaut pour les ponts, pour les murs de soutènement, ça vaut pour l'ensemble des réseaux. Quand il y a eu des inondations... On ne peut pas pour autant prôner la politique de l'autruche. Voilà, absolument. Il faut, mais il faut, à l'évidence, le ressenti, il est lié. Quand on connaît le risque, on a eu chez nous le problème d'inondation, on est plus plat, on a moins de problèmes de ponts, d'entretien des ponts, même s'il peut y en avoir. Mais à l'évidence, quand on a vu les questions d'inondation, on s'est interrogé sur l'état de nos réseaux qui ne sont pas bons, clairement. Deuxième élément, la gestion patrimoniale. Alors, attention. Pour l'instant, l'amortissement ne joue que pour les biens meubles des collectivités. Si on met l'amortissement des ouvrages de voirie, les conséquences en termes de gestion financière globale, et en particulier de répartition, investissement, fonctionnement, risquent d'être ravageurs pour l'équilibre de nos collectivités, et puis toutes les contractualisations qu'on a avec l'État. Donc, tout à fait d'accord sur le fond, vous avez évidemment raison, simplement, ça doit être fait dans le cadre d'une réforme globale de la comptabilité, et ça ne peut pas être fait par petites touches. Troisième élément, le coffre-fort national, oui, bien sûr, très bonne idée. Je pense que ça devrait être sous l'égide du CEREMA. C'est le CEREMA qui pourrait proposer des solutions pour recenser, pour au moins pouvoir comptabiliser et regrouper tous les éléments d'information que pourront donner les collectivités. En ce qui concerne les compétences, le transfert de compétences et l'ingénierie. Pour moi, l'ingénierie, on doit essayer au niveau local, au niveau probablement départemental, d'essayer de recenser tous les éléments d'ingénierie que possèdent les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte que les petites Comcom et les petites communes aient à leur disposition des éléments d'ingénierie et ne soient pas les oubliés de ces travaux. En revanche, sur le transfert de compétences, même si sur le fond, je partage totalement ce qu'a dit Christophe, je me méfie aujourd'hui de transfert obligatoire d'une compétence des communes aux intercos. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui et quand je pense que le Sénat est particulièrement sensible à ce point de vue. Laissons l'intelligence locale libre de faire ces évolutions. À l'évidence, je pense pour les ouvrages d'art, une mutualisation sera vite indispensable, mais qu'elle se fasse au niveau des accords des uns et des autres plutôt que par la contrainte. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Mandelli. Et merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions. Alors moi, j'interviens très rapidement en tant que rapporteur de la LOM, à laquelle vous avez fait allusion à plusieurs reprises, et notamment sur la question des ressources et du financement potentiel de la réflexion ou de l'entretien de ces ouvrages en termes de réhabilitation. À ce stade, dans la LOM, sur le projet qui est arrivé au Sénat,
rien ne figure, et je trouve d'ailleurs assez intéressant que la mission puisse, en parallèle, de façon concomitante, proposer des axes de travail, comme vous venez de le faire également à votre niveau. Ce que nous avons envisagé à ce stade, c'est qu'on puisse à la fois conforter, et nous avons auditionné hier le président de l'AFIT dans cette optique également, conforter les financements au niveau de l'AFIT, trouver les ressources pour conforter l'AFIT sur ces différentes missions auxquelles on pourrait évidemment rajouter, comme c'était le cas à une époque pour les tunnels, l'ensemble des ouvrages d'art du territoire, même si évidemment c'est compliqué parce que voilà, il y a le stade, vous l'avez évoqué, du diagnostic, du portage. Alors le CRM paraît une bonne solution pour centraliser évidemment. Donc nous essaierons, dans le cadre des discussions qui sont encore en cours et des auditions qui ne sont pas terminées, de formaliser dans le cadre de la LOM la prise en compte des questions que vous soulevez en termes de financement et de gestion. Donc en lien étroit évidemment avec le président de la commission et l'ensemble des acteurs. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais vous avez évoqué taxe poids lourd, un certain nombre de ressources qui ne figurent pas dans la LOM à ce stade, mais des ressources ou des affectations sont possibles sur d'autres volets de financement. Donc on y travaille, voilà, j'allais dire au quotidien, et nous essaierons, dans le cadre du projet qui sera soumis à nos collègues sénateurs en commission puis en séance, d'apporter des solutions à toutes les questions qui sont posées ce matin. Merci. Oui, monsieur Magnan. Nous préconisons, nous, le maintien de la COI qui a disparu dans la dernière rédaction. Du COI. Du COI, pardon, Olivier. Je pense qu'il est important de le maintenir, ne serait-ce pour définir l'ensemble des priorités, ce qui nous paraît, nous, essentiel. Oui, j'aurais dû commencer par ça, en fait, c'est que c'est une des premières, des premières positions, je vais dire, quasi unanimes. Nous réintroduirons ce Conseil d'orientation des infrastructures qui est le plus à même, évidemment, de définir les priorités et les orientations, comme son indique, dans la durée, bien sûr. Bon, on ne va pas dévoiler tout ce qu'on va proposer non plus ce matin, monsieur le rapporteur. Monsieur Berry-Debat. Oui, merci d'avoir exposé votre point de vue sur cette problématique. Moi, je voudrais revenir aux ouvrages d'art, ponts ou murs de soutènement qui appartiennent à des petites communes parce que le transfert de compétences n'a pas été exercé dans ce domaine dans toutes les petits EPCI et beaucoup d'ouvrages d'art sont à la charge des communes. Alors je crois que le diagnostic que vous avez fait est tout à fait exact. Il y a un manque de connaissances, d'expertise, et puis après il y a un manque de moyens aussi. Dont les idées qui sont données, d'une part, d'avoir un coffre-fort national pour bien connaître toute la spécificité des ouvrages, c'est une bonne chose, mais on va buter sur le problème financier. Et les dernières intempéries de juin pour un certain nombre de départements, dont le mien en Dordogne, ont mis en évidence la fragilité d'un certain nombre de ponts. Et les communes, petites communes, dont c'est leur compétence, découvrent le coût phénoménal de remettre à niveau ces ouvrages d'art. Les assurances ne jouent pas, les aides de l'État sont données au compte-gouttes, donc on se retrouve un peu dans l'impasse, et c'est là que la sensibilité des maires, la tension est criante. Comment on fait au niveau du budget? Donc, je pense qu'il faut trouver, vous avez évoqué quelques moyens en matière de financement, soutien financier spécifique. Bon, voilà, donc moi je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour les petites communes qui ne sont pas encore entrées dans une intercommunalité qui en prend la compétence, à l'image de l'intercommunalité que vous représentez à l'échelle de Grenoble. Il y a encore des petites intercos qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, ce problème est entier. Merci beaucoup. Monsieur Fouché. Monsieur le Président, juste deux mots. Je suis élu dans un département depuis 40 ans. Et j'ai donc eu l'occasion de présider ce département après le départ de M. Monory pendant un certain nombre d'années.
J'ai connu le département avant la décentralisation et j'ai toujours été très choqué en m'apercevant qu'un certain nombre d'administrations étaient un véritable État dans l'État. C'est à la fois les architectes des bâtiments de France et à la fois la DDE, qui était un État dans l'État et qui, aux maires ruraux, donnait un certain nombre d'instructions qu'ils écoutaient. Donc je suis frappé toujours lorsque je vois les travaux qui sont réalisés sous l'égide de, plus la DDE, mais ce qui l'a remplacé, avec des coûts exorbitants par rapport à ce qui se passe dans certains autres pays. Donc il en est de même pour les ouvrages d'art et pour les ponts. Donc ceci me choque, parce que ça coûte très cher aux contribuables, et qu'en fait on ne peut rien faire, parce qu'il y a des rajouts qui se font, parce que ça coûte plus cher, parce qu'on nous explique, voilà, etc., etc. Donc la question que je voulais poser, en entendant tout à l'heure Monsieur Escru, tout à l'heure, qui est intervenu, je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais avec les boulangers. Bon, très important. Bon, vous disiez que il y avait un travail qui se faisait sur de nouvelles techniques, nouvelles technologies, qui pouvaient permettre de faire des travaux à moindre coût, tout en ayant la même solidité. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision dans ce domaine? Merci, Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président, merci aux intervenants. On voit bien la nécessité sur le sujet de faire ce recensement des ouvrages d'art et sur l'état aussi du patrimoine. Alors quel impact des nouvelles technologies et des bases de données pour faire ce recensement utile et nécessaire pour assurer la bonne gestion du patrimoine? Deuxième point, vous l'avez souvent évoqué, vous avez parlé du CEREMA, le fameux centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Les moyens du CEREMA ont baissé, ils ont diminué de 5 millions d'euros. Comment vous percevez cet établissement public créé récemment pour répondre justement à ce besoin criant d'ingénierie dans nos territoires et particulièrement dans les territoires ruraux? Est-ce que vous utilisez bien le CEREMA? On dit aussi que le CEREMA souffre d'un manque de notoriété, notamment vis-à-vis des petites collectivités. Est-ce que c'est une réalité que vous percevez? Et si oui, comment remédier à cela? Merci. Merci, Monsieur Revet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je reprends un peu ce que vous avez dit au départ. J'ai cru comprendre que vous étiez plus que réservé d'avoir un recensement national. Et je partage tout à fait votre point de vue. D'abord parce que ça va représenter des coûts extrêmement importants. Alors ça va donner beaucoup de travail au bureau d'études, sans doute, mais manifestement, ça va reporter des travaux. Et puis je suppose que dans chaque collectivité qui est responsable, ils ont la nature dans laquelle et l'état dans lequel se trouvent les ponts, et qu'ils ont des personnels, que ce soit directement ou indirectement, et notamment avec les départements, pour assurer cette mission de contrôle de l'état des ponts. Je pense que la FIT, ça a été indiqué tout à l'heure, pourrait en faire une priorité dans les travaux, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a un effondrement, c'est extrêmement préoccupant, tout à la fois pour et les gens qui l'habitent et qui l'utilisent, et avec les risques pour les personnes. Alors hier, Monsieur le Président, c'est en parallèle à ce que nous discutons, ce n'est pas tout à fait l'objet. Hier, Christophe Béchu nous a dit il n'y a pas de représentant du Sénat au conseil d'administration de la FIT. Et alors, vous nous avez dit à la fin que finalement, il y en avait finalement, le représentant va, comment dirais-je, participer au prochain conseil d'administration. Alors, pouvez-vous nous préciser pourquoi nous n'avions pas, de qui désigne la personne et qui c'est, puisqu'apparemment il y a eu quelqu'un qui a été élu ou désigné pour représenter le Sénat au sein du conseil d'administration de la FIT.
Bon, je vais peut-être répondre à cette question, puisque c'est plus à moi d'y répondre qu'à nos invités. Je rappellerai donc ce que j'ai dit hier, et ce qui a été dit par M. Béchu. La loi de moralisation de la vie politique a précisé que l'on ne pouvait avoir dans des organismes extérieurs à l'État que des parlementaires, sous réserve que cette présence parlementaire ait été précisée par la loi, ce qui excluait en l'état du droit la FIT dans un premier temps. Et il y a eu un texte législatif qui a été de mémoire promulgué au mois d'août 2017 qui a réintroduit 2018, qui a réintroduit un certain nombre d'organismes dans la liste des organismes dans lesquels il doit y avoir une représentation parlementaire. L'AFIT en fait partie, et donc c'est pour ça que le Sénat va nommer un représentant au sein de l'AFIT, et cette nomination appartient au président du Sénat. Voilà. D'accord. Peut-être me permettrez-vous, pour bien préciser les choses, que ayant été président du département de la Seine-Maritime, nous avons beaucoup de ponts, mais surtout 3 grands ponts. Le pont de Tancarville qui a été le premier, le pont de Normandie et le pont de Bretonne. Et que quelque part, bien sûr, nous avons aussi les mêmes préoccupations. Je ne cache pas en aparté que lorsqu'on a inauguré le pont de Normandie, et j'étais président à ce moment-là, je croyais qu'on en avait presque terminé, et que le président de la Chambre de commerce, puisque c'est la Chambre de commerce du Havre, qui a cette responsabilité, m'a dit, Monsieur le Président, il va probablement falloir changer les haubans du pont de Tancarville, et que la première estimation, sans qu'il y ait d'appel de candidature et d'appel d'offres, était pratiquement aussi élevée que le pont de Normandie de Bretonne que nous vions de terminer. Merci, Monsieur Revet. Je vais donner la parole à Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentants des associations d'élus pour leur éclairage. Vous avez indiqué que globalement, les collectivités ont une capacité d'ingénierie suffisante, au moins pour les plus grandes, parce que c'est un peu différent pour les plus petites, concernant le suivi de l'état des ponts et ouvrages d'art. J'insiste aussi sur les ouvrages d'art, car, comme l'a rappelé notre collègue Patrick Chaise et d'autres intervenants, les murs de soutènement et autres aménagements sont bien entendu aussi concernés. Cette commission, c'est celle du développement durable. Et nous sommes bien entendu attentifs aux catastrophes naturelles que l'on peut imputer au dérèglement climatique. À chaque événement, les images nous montrent dans le pays des ouvrages d'art emportés ou détruits. Moi, j'aimerais savoir si le référentiel partagé qui est utilisé par les collectivités prend en compte désormais les conséquences potentielles d'un dérèglement climatique qui accentue systématiquement les épisodes qui fragilisent ces ouvrages d'art. Merci beaucoup. Madame Sollogoub. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup aussi aux représentants des associations d'élus. Alors, vous m'excusez, je vais faire un petit peu un mix de ce que j'ai entendu parce que tout était très intéressant. Il a été parlé de faire un groupe de travail éventuellement au niveau départemental pour aller plus loin dans la sensibilisation. Et puis aussi, j'ai entendu parler d'une sorte de politique de l'autruche. Et en fait, la question, c'est qui est l'autruche ? Qui fait l'autruche ? On a beaucoup parlé des élus communaux. Bon, je ne voudrais pas sembler représenter les élus ruraux à moi toute seule. Plusieurs voix se sont élevées pour représenter les élus ruraux. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un vrai problème parce qu'à mon avis, l'autruche, depuis des années, c'est l'État. Alors Éric, je vais aller dans le prolongement de ce que tu viens d'évoquer, à savoir les phénomènes de catastrophes naturelles. J'étais maire d'une commune rurale qui a subi de violentes inondations. À suivre, j'ai voulu intégrer le contrôle des ponts dans mon dossier de catastrophes naturelles. L'État m'a fait sortir ça en disant ça n'a rien à faire là. Donc je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à faire du côté des services de l'État dans la mesure où les phénomènes climatiques violents, on le sait, vont se renouveler et de plus en plus nombreux. En échangeant avec des collègues maires de petites communes, je pense qu'au contraire, eux, ils avaient vraiment la culture du contrôle des ouvrages locaux et que c'est devenu tellement compliqué, en particulier la loi sur l'eau a eu des conséquences absolument insurmontables, puisque là où avant les services de la commune venaient contrôler et faire les réparations de façon régulière. Maintenant, il faut faire appel à des bureaux d'études, à des cabinets, à des entreprises extérieures, ce qui écarte toute possibilité pour eux d'agir. Ils ont laissé tomber. Donc, j'espère que Monsieur le Président, alors déjà, j'aimerais savoir si je me trompe, si je fais fausse route dans mon analyse, et j'espère que notre rapport pèsera très lourd. Voilà, je vous remercie. Nous ferons tout pour. Monsieur Gontard.
Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les représentants. Moi, je partage tout ce qui a été dit sur la question de la prévention et de l'entretien. Récemment, j'ai rencontré un représentant des travaux sous-marins qui me faisait part vraiment de son inquiétude sur l'analyse notamment des piles de pont sous l'eau et de la qualité des fondations, et avec des travaux du coup de plus en plus compliqués et plus en plus difficiles. Donc il y a effectivement une vraie urgence. On a parlé du besoin d'ingénierie, on a beaucoup parlé du CEREMA. C'est vrai qu'il y a une vraie question sur le lien du CEREMA et des petites communes et des petites collectivités, qui est effectivement un organisme qui n'est pas forcément connu, et en tout cas le lien n'est pas forcément évident. Et puis un problème très spécifique au territoire de montagne dont Christophe Ferrari connaît bien, c'est tout ce qui peut être ouvrage de prévention et de sécurité qui sont faits en amont dans les cours d'eau et dans les cours d'eau de montagne, qui ont ensuite une implication forcément sur les ponts. Et avec le travail des RTM et du restauration en terrain de montagne, avec des effectifs qui sont en baisse, avec des moyens qui sont en baisse, et avec des collectivités et des petites communes, puisque ces ouvrages sont souvent, et même la plupart du temps, dans des toutes petites communes, qui n'arrivent plus à entretenir. Et donc on a une dégradation qui se fait en chaîne comme ça. Voilà, merci. Merci Madame Lanfranchi. Merci Monsieur le Président, merci pour de me laisser la parole, et merci aux intervenants pour leur discours. Alors moi je voulais juste revenir sur deux choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Nadia sur la présentation qu'elle a faite, et puis pour dire qu'un coffre-fort national serait intéressant, mais il faut dire aussi que quand on va sur le net, il y a toutes les agences qui permettent, comme le CEREMA, puis bien d'autres, qui permettent d'avoir une vision sur les ponts qui est très claire, hein. Il y a une technicité, il y a une expertise en France qui est plus à méconnaître. Par contre, ça manque de communication, ça manque de liens. Il y a beaucoup d'agences, qu'elles soient d'État ou autres, ou d'associations, qui n'interagissent pas entre elles et qui ne sont pas assez liées. Donc il faudrait, je pense, faire un plan de communication pour toutes les communes et communautés de communes, qu'elles soient tout à fait au courant de ce qui peut se faire et des technicités qu'il y a aujourd'hui. Puis la deuxième chose, c'est que la prise de conscience qu'il faut avoir, j'espère que cette mission pourra l'apporter, c'est une prise de conscience financière et budgétaire qui aujourd'hui restera le nerf de la guerre, parce qu'avec toute l'expertise qu'on peut avoir, il faut quand même mettre les moyens d'agir, car il s'agit bien de sécurité aujourd'hui, de sécurité de personnes, de gens qui empruntent ces ponts. Donc ça reste un enjeu très fort. Et tant qu'on ne dégagera pas des sommes et des budgets pour cela, on ne pourra pas demander à telle collectivité ou à telle collectivité de prendre en charge, même si elle en a la responsabilité domaniale, des ouvrages aussi coûteux qui concernent, je précise, une circulation et une mobilité nationale, voire plus. Voilà, merci. Merci Monsieur Huré. Oui, merci Monsieur le Président pour l'initiative de cette table ronde. Merci pour les apports que nous ont fait les représentants de chacune des collectivités. Moi, je souhaite que la suite qui soit donnée à ce travail fasse date et qu'on sorte des propos convenus. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on nous explique que la facture va être colossale, il y a eu un défaut d'entretien, mais je voudrais savoir, au fil du temps et des réglementations qui se surajoutent, la part vraiment travaux publics dans la dépense par rapport à la part de tout ce qui est cabinet d'études, études environnementales, etc., y compris dans la durée de réalisation d'un chantier. Il faut être très clair, moi j'ai été témoin de réalisation de rétablissement d'ouvrages d'art sur des cours d'eau qui ne coulent pas l'été, et voir débarquer la noria de contrôleurs, de spécialistes, de ceci, cela. Ils sont spécialistes en tout, sauf en béton armé et finalement en travaux publics. Et ça, si vous voulez, il va falloir qu'on fasse des choix. Il va falloir qu'on fasse des choix. Notre collègue a dit tout à l'heure, sécurité des personnes d'abord. Pour les autres espèces, si elles pouvaient s'exprimer, d'ailleurs, elles riraient bien de nous, elles ont une capacité d'adaptation remarquable. Et ces rétablissements de... Enfin, je vous le dis, les gens de bon sens, de terrain, les maires, les élus qui sont en charge, voilà, ils ne sont peut-être pas ingénieurs, mais ils ne sont pas forcément idiots. Et
j'ai entendu aussi quelque chose qui doit nous alerter et qu'on a laissé collectivement se faire. C'est l'absence, aujourd'hui, pour relever ce défi de remise à niveau de nos ouvrages d'art, de techniciens, de spécialistes. Eh bien, chers collègues, regardez l'évolution des postes de travail au cours de ces 25 dernières années dans ce qu'on appelait hier la DDE ou la DDA, où les techniciens, les conducteurs de travaux, les ingénieurs étaient les emplois majoritaires. Eh bien, aujourd'hui, ils sont devenus minoritaires. Par contre, celles et ceux qui sont chargés d'études, de vérification, de contrôle, de coordination des études environnementales, etc., sont majoritaires. Et donc là, on a un vrai problème. Alors vraiment, je compte beaucoup sur les conclusions de ce travail qui devrait faire date. Merci, Monsieur Huret. Je donne la parole à Monsieur Marchand. Merci Monsieur le Président et merci messieurs pour vos interventions et ces témoignages. Moi j'aurais une question plus spécifique. Non, mais les messieurs qui sont là, bien sûr, mesdames, oui. Mais non, moi j'aurais une question plus spécifique aux représentants de l'Association des départements de France, puisque vous avez évoqué le rapport de l'Observatoire national de la route, et notamment j'ai noté que vous évoquiez que 21% des départements ne sont pas en mesure d'aider aujourd'hui, mais est-ce qu'il serait possible de connaître les motivations qui conduisent effectivement ces départements? Et ce qui me fait dire aussi que je pense que la mutualisation et le rôle des départements est important, puisque je relevais notamment dans le Lot-et-Garonne, il y a tout un process qui a été mis en place par le département s'agissant de l'entretien des ponts et qu'à ce niveau-là, je pense que la mutualisation et le partage des connaissances permettraient, comme vous le disiez, de développer les bonnes pratiques. Et deuxième question, qui est un peu ce qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif, puisque vous évoquiez le transfert de circulation qui peut se faire à l'initiative de l'État vers des voies et des ouvrages d'art qui ne sont pas forcément faits pour ça. Voilà, Madame Sologou voit où je veux en arriver. J'aimerais avoir votre avis sur ces plateformes, dont une bien connue aujourd'hui, qui a aussi cette spécialité qui consiste à renvoyer sur des itinéraires qui ne sont pas forcément faits pour ça et sur des ouvrages d'art qui ne sont pas forcément faits pour ça, les automobilistes et, plus grave, certains poids lourds. Merci. Voilà pour cette table ronde d'associations d'élus locaux consacrée à la question de la sécurité des ponts. Notez que 80% des 200 000 ponts français sont aujourd'hui gérés par les collectivités et qu'il donc il est très important d'entendre ces dernières, d'autant que ces ponts sont souvent moins l'objet de contrôle que les ponts gérés par l'État. Pour le sénateur UC Hervé Moret, président de la commission de l'aménagement du territoire, il est donc très important de faire un véritable audit de ces ponts, voire de lancer un plan Marshall pour assurer la sécurité de tous les Français. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.